Et soyez la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h aujourd'hui avec Philippe David. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Cécile de Bénibus. En forme? Ah bah écoutez, très bien, comme tous les jours. Ah bah avec la chaleur qui remonte là, ça fait du bien. Et ça n'est qu'un début. Oui, 37 ça va faire très chaud là. Ça fait. Oui. Torse nu, il va falloir que vous fassiez l'émission. Je pense que ça ferait fuir les gens qui nous regardent sur YouTube, vous croyez pas? Pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Bah parce que comme vous m'appelez culbuto... Le mec qui balance tous les off, c'est ça qui est dingue. Oh bah non, ça c'est du on. Autour de cette table, Françoise Degois est avec nous. Bonsoir, chère Françoise. Salut, ma chère Cécile. Vous savez quand même qu'avant de commencer cette émission, de quoi a-t-on parlé? Il y a deux catégories avec Philippe. Soit on parle de bouffe, soit on parle de boire. Ouais, voilà. Là, on parlait de bière. Donc, voilà, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, bien entendu. Joseph Bien Touvenel est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs. Bonsoir, Joseph. Bonsoir Cécile. Quand on a parlé de bière, j'ai cru qu'on parlait de mort, mais je suis rassuré. Non, tout va bien. alors, ce soir, ça me Christophe convient. Madrol, Bonjour à tous. président de l'Union des centristes et des écologistes. Comment ça va? Plutôt pas mal le C'est retour. drôle quand même l'appellation. Les centristes, les Bonjour écologistes. Françoise, comment vas-tu Françoise? Il est plus dur de te retrouver Ça me fait Françoise. passer, c'est ma façon. Alors, ma Françoise préférée. Mes amis, puisque ce soir ce sera la deuxième de cette nouvelle et belle émission. Génial. On retrouvera notre ami Joseph Ruiz qui est là. Bonsoir Joseph. Bonsoir Cécile, bonsour à tous. Bonsoir. Et toujours cette émission jusqu'au 19 juillet consacrée à la Coupe du Monde, bien entendu. Ça s'appelle Les Tontons. Les tontons du mondial. Du mondial, exactement. Et ce soir, au sommaire de cette émission, il se passe quoi? Eh ben à 21h, on a le premier match des Bleus, France-Sénégal. On attend ça depuis 4 ans, depuis notre malheureuse défaite en finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, allez, on revient, on va essayer de repartir du bon pied. Et forcément, on va parler des Bleus. On va faire une édition spéciale autour de ce match-là. On va évoquer un peu tous les enjeux parce que le Sénégal, c'est un gros morceau. Donc ça va pas être un match si facile, mais est-ce que quand même on doit craindre le Sénégal? On va se poser la question. Et dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur la compo, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la compo des Bleus. Il y a une armada offensive, forcément, mais défensivement, on se pose un peu plus de questions. Donc les tontons autour de la table vont se poser la question. Les tontons et une tata aussi. Et les tontons qui sont? Alors les tontons ce soir, c'est Braque, streamer et commentateur, c'est Quentin Mingoal, pareil, commentateur et journaliste, et on aura aussi une arbitre, notre tata Virginie Guilin qui sera avec nous. Qu'on adore, bien entendu, à retrouver à partir de 20h, et on sera là, bien entendu, Joseph. Allez, les amis, le sommaire de cette émission à l'approche de la présidentielle, une question revient, l'image pèse-t-elle plus lourd que le programme? Ce matin sur Sud Radio, Fabien Roussel a lancé une pique à Jordan Bardella, plus champagne que picombière. Le secrétaire du PCF se moque du patron du RN qu'il juge déconnecté des classes populaires. Et on vous pose cette question présidentielle, l'image joue-t-elle plus que le programme politique? Eh bien vous dites oui à 75%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je dis que comme les Français ne croient plus les programmes, ils achètent l'emballage comme pour la lessive. Est-ce que l'image joue-t-elle plus que le programme politique? Oui ou non? Oui. Oui, Françoise? Non, absolument pas, contrairement à ce qu'on pense. Joseph? Peut-être. Eh ben voilà, très bien. Décidément, ce tableau est hétéroclite. C'est intéressant. Et la question du soir, le château de Versailles, les ors, le dîner d'État. Emmanuel Macron donc a sorti le grand jeu pour Donald Trump en clôture du G7 d'Évian. Mais derrière les dorures, une question, à force de vouloir séduire le président américain, n'en fait-il pas trop? Et on vous pose cette question, mépris, hausse des taxes, prix du carburant, Macron est-il trop tendre face à Trump? Eh bien vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, moi je dis qu'il a même effacé le climat du G7 pour ne pas froisser le président américain, alors qu'il a noyé les Français sous les contraintes et les taxes écologiques. C'est vraiment tout dire. Trop tendre ou normal? Trop tendre. Allez, Françoise. Particulier dans sa relation, c'est deux mavericks ensemble, donc on a du mal à juger avec un cerveau normal. Joseph. On a un peu l'impression d'avoir affaire à un gamin face à un adulte. C'est dommage, c'est le président de la République française. Et c'est Juliane qui est au 0826 300 300 et Philippe est avec nous de Libourne. Bonsoir Philippe, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. La petite question, l'image joue-t-elle plus que le programme politique pour les présidentielles? Je crois que la réponse est déjà tout trouvée, puisque les Français ont élu 2 fois Macron. Donc le pire président de la République depuis que la 5e République existe. On va en parler. Mais je me rappelle que les gens au micro-trottoir, ils disaient il est beau, alors on a voté pour lui. Donc en fait, on en est là en France. On va en parler. Bougez pas Philippe, gardez vos arguments, on revient tout de suite. Allez, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio.
Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on espère que vous n'avez pas encore trop chaud. Ici, on va essayer de vous rafraîchir un petit peu avec nos débats aujourd'hui. Autour de cette table, Françoise Degois, Joseph Touvenel et Christophe Madrol. Et on salue bien entendu tous ceux qui travaillent dehors parce que ça doit être bien difficile. Donc bon courage à vous. On revient sur cette question du jour puisque Jordan Bardella est plus champagne que Picombien. C'est ce qu'a déclaré ce matin sur Sud Radio Fabien Roussel, l'image joue-t-elle plus que le programme politique, Philippe ? Eh bien, vous dites oui, encore et toujours, ça ne bouge pas, mais il y a beaucoup de votes, à 75%. Pas mal de commentaires aussi. On a notamment Chantal qui nous dit évidemment, car il est inutile de lire le programme alléchant qui ne sera jamais respecté. Ou on a encore Vivi qui dit hélas, très clairement, oui. Ou encore Chadel Fox, les programmes politiques sont fictifs, réveillez-vous. C'est le grand débat du jour. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. On vous donnait la parole parce que certains vous ont attaqué là-dessus. Marine Tondelier est le candidat du Parti communiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Je réponds que le Rassemblement national n'a véritablement jamais été du côté du monde ouvrier, du monde du travail. Et c'est pour ça qu'il participe pas aux marches blanches, parce que je pense qu'il n'a peut-être même jamais manifesté de sa vie, ce garçon-là. Et il est plus champagne que Picombière, il est plus loge VIP que bal populaire. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est peut-être la différence qu'il y a entre lui et moi. Les vraies voix Sud Radio. Philippe est avec nous de Libourne. Philippe, bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron était pour vous le pire président de la République. Alors ça, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que pour vous, l'image joue-t-elle plus que le programme politique ? Bah oui, comme je disais, la preuve, puisque les gens ils ont voté pour lui 2 fois, alors que c'est le pire. Donc voilà, il y a en fait les gens, c'est la faute de 2 personnes cette histoire. C'est la faute des gens qui lisent pas les programmes, qui s'y intéressent pas aussi. Ils ont tous plus urgent et plus important à faire que de lire un programme politique qui va engager leur vie pendant 5 ans. C'est leur problème. Mais en fait après, faut pas qu'ils s'étonnent. Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque élection présidentielle, le jour d'après, on va dire, la machine à café, tout le monde est pas content. Mais en fait, ils sont pas contents parce que en fait, tous ceux pour qui ils ont voté, c'est des peintres, des marionnettes en fait. Donc, comme ils ont pas lu les programmes des autres, et ben en fait, ils se retrouvent avec le tout venant, comme j'appelle, le tout venant, et c'est la faute des deuxièmes acteurs, donc qui sont les médias, parce que les médias dont vous faites partie, mais bon, vous êtes pas dans les pires, heureusement, c'est pour ça que je vous écoute. Alors on refait la phrase. Vous êtes bien sûr dans les meilleurs. Après, moi, les médias, j'en veux énormément parce que en fait, il faut les élections aussi. Avec les sondages et les médias, allez, on fait des focus sur des trucs qui n'ont aucune importance, mais par contre, les trucs importants, on n'en parle jamais. Oui. Donc c'est facile d'orienter les gens, vous savez. Alors du coup, les gens ils n'ont pas compris que si on s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera d'eux. Bon voilà, par exemple, je vais prendre un exemple. Les ZFE, enfin c'était dans le programme de toutes les marionnettes. Moi je les appelle les marionnettes, qui sont au pouvoir. Donc les gens maintenant ils sont contre les ZFE, mais en fait ça doit être un argument majeur pour pas voter contre pour eux quoi. Donc du coup déjà ils ont qu'à regarder les programmes de tout le monde, voir qui fait les ZFE et voilà, c'est éliminatoire déjà. Ouais. On commence par ça. On fait par élimination. Donc si après, attendez je finis. En fait si les gens ils râlent après, ça sert à rien. Les carburants c'est pareil. Et tout est pareil en fait. Tout le monde râle, mais personne lit les programmes. Donc après faut pas s'étonner. C'est vrai, donc, c'est vrai. Voilà. Et après les médias franchement
Il va falloir faire après il va falloir faire attention parce que vous savez il y a les médias alternatifs qui arrivent et qui vont faire eux ils font le boulot. Allez, allez-y. Allez-y Françoise, honneur aux dames. Moi j'entends tout ce que vous dites, Julien, effectivement. Non, c'est Philippe. Pardonnez-moi, Philippe. Non, pourquoi je pense à Julien. Pardonnez-moi. Donc j'entends tout ce que vous dites, j'ai beaucoup de bémols à mettre. D'abord le premier, c'est que les médias n'ont jamais fait une élection, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je rappelle par exemple qu'en 2005, l'ensemble du champ médiatique, tous les éditorialistes, toutes les grandes chaînes étaient favorables oui à la Constitution. Et c'est le non qui l'a emporté très largement. Je rappelle également qu'un grand journal comme Le Monde, par exemple, a pris, et comme beaucoup de médias, fait écosse totalement pour Édouard Balladur en 1995, et c'est Jacques Chirac qui signe la remontada. Donc, il faut pas surestimer la puissance des médias, d'autant plus, et là vous avez raison Philippe, je vous rejoins, vous avez vu l'enquête qui est parue ce matin, et bien désormais, une majorité de Français ne s'informent plus par les médias traditionnels, mais elle s'informe par les réseaux sociaux. Le deuxième point sur Emmanuel Macron, qui est un très mauvais président, j'en suis d'accord avec vous, ce n'est pas que l'image qui a fait une image pour une image ne fonctionne pas. C'est parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron a incarné quelque chose auquel il y a au moins 20% de gens qui ont cru, moi je n'en fais pas partie, ce qu'on appelle le nouveau monde. Voilà. Ça n'est pas que l'image qui a fait que Emmanuel Macron a été élu. C'est qu'est-ce que cette image incarnait? Et si vous voulez, la cohésion entre ce qu'il était et ce qu'il incarnait dans ses idées. À l'inverse, pourquoi François Fillon chute à ce point? C'est pas tellement sur la gravité, c'est la dichotomie vraiment et le ciseau qui existe entre l'image qu'il a d'un type intègre, etc., plein de morale, et les costumes à 3000 € et son emploi fictif de son épouse. Christophe Madrol ou Joseph. Une fois n'est pas coutume, mais je suis assez d'accord avec Françoise. C'est assez étonnant, mais bon, c'est peut-être la nouvelle année. Je suis plutôt content. C'est toujours la même année. On va pas changer. Mais on s'est pas vu depuis le mois de janvier, Françoise. On est le 16 Donc bonne année, Françoise. On s'est pas vu depuis le mois de janvier. C'est vrai que janvier, on était déjà en 2026. Sans reprendre l'histoire, effectivement, elle a raison de rappeler le référendum, elle a raison de rappeler l'affaire Balladur, elle a raison de rappeler aussi Macron au départ, ou François Hollande, l'élection de François Hollande. Ah oui, les grands médias ne soutenaient pas les candidats qui ont été élus à la fin. Se moquaient même. Ils se moquaient. François Hollande, c'était Framboise des Bois et le type. Les fraises des Bois et le type qui monsieur 3%. Ensuite, là où j'ai répondu tout à l'heure à la question de Cécile sur la politique, sur les programmes, on sait la situation politique aujourd'hui. On connaît la situation économique. On connaît le rapport que nous avons avec l'international. On sait très bien que les partis dits traditionnels, et je mets de côté les extrêmes, n'ont pas la poudre magique pour pouvoir régler tous les problèmes. Donc l'incarnation est importante. On sait très bien que les Français ont coupé la tête au roi, mais la question de l'incarnation est importante. Le général de Gaulle était une incarnation de quelque chose. François Mitterrand a été l'incarnation. Même Jacques Chirac a été l'incarnation de quelque chose. Depuis lors, et on l'a abordé, rappelez-vous sur ce plateau, quel était le dernier président de la 5e, beaucoup de nos leaders parlaient de Jacques Chirac qui effectivement incarnait quelque chose. Depuis lors, c'est beaucoup plus difficile de trouver une incarnation. Et les Français attendent cette incarnation aujourd'hui. Et je crois que le futur président de la République, après ce que nous avons vécu pendant 10 ans, aura besoin effectivement de montrer cette incarnation au-delà du programme politique de fond. Mais l'incarnation n'est pas l'image, c'est ce que je veux dire. Joseph. L'image, indéniablement, ça joue. Sinon, d'ailleurs, on verrait pas la différence entre les affiches officielles quand il y a des élections et la tête des candidats ou des candidates. Tout à fait intéressant de regarder quand on les voit en réalité. Donc l'image, ça se travaille. L'image, sinon, ils passeraient pas des heures à faire, à s'entraîner pour passer à la télé, etc. À maigrir, tout ça. Après, il y a des grandes lignes de force qui se dégagent. Et c'est pour ça qu'il faut pas mépriser le peuple. Les grandes lignes de force pour ces décisions, ça va être la sécurité. Ça va être ces grands dossiers-là. Et ça va jouer dans l'élection, malgré et souvent contre les médias. Mais pourquoi contre les médias? Parce qu'en fait, les médias, c'est un tout petit monde qui est relativement majoritairement parisien, qui s'imagine avoir la vérité parce qu'ils vivent ensemble et qui sont en dehors des réalités. Aujourd'hui, les médias nous font monter Édouard Philippe. Ils oublient que le peuple, dans son ensemble, n'oublie pas que c'est celui des 80 km/h et des gilets jaunes. Et il risque de se réveiller. Je suis assez d'accord avec Allez, Philippe. Philippe. En revanche, moi je crois quand même fondamentalement deux choses. C'est que premièrement, les Français ne croient plus les programmes. Ne les croient plus du tout. Rappelez-vous, Mitterrand avait été élu pour rompre avec le capitalisme.
11 ans après, il mettait Bernard Tapie au gouvernement. Jacques Chirac disait trop d'impôts, tue l'impôt. Il mettait Juppé et il explosait les impôts un mois après son élection. Sarkozy promettait le Karcher et on a eu Kouchner, pour reprendre la formule qui a fait Flores. François Hollande était contre la finance et il a fait le CICE. Quant à Emmanuel Macron, le nouveau monde, c'est l'ancien empire. Donc aujourd'hui, les Français, après autant d'années de reniement, après autant d'années de promesses de Gascons ou de Normands, selon qu'on soit du nord ou du sud de la France, après autant de tromperies et de trahisons, ils ne croient plus les promesses. Et moi, je peux vous dire un truc, vous parlez aujourd'hui, ils disent les programmes. On ne les lit même plus parce que on ne peut plus les croire. Ouais, alors je m'inscris un peu en faux parce que je dirais, et tu as raison, sur le caractère épidermique superficiel, mais la réalité, on se rend compte dans toutes les études qui sont faites post-élection présidentielle, je parle de la présidentielle, vraiment, parce que c'est la mère des batailles, eh bien en fait ça marche pas comme ça. Les gens lisent, par exemple moi je pensais pendant des années quand je travaillais avec Ségolène ou Hollande, je pensais que ce qu'on appelle la propagande électorale, elle est bien utile. En fait c'est pas vrai. Ça sert, les gens la lisent, tout se fait. Le problème, c'est que le temps s'est raccourci et que maintenant, tout se fait dans les dernières 48 heures. Et même la décision, c'est la décision du jour du vote. Mais les Français restent quand même, et pour la présidentielle et pour les législatives, le peuple le plus politique du monde. Ah, ça, c'est vrai qu'on est le peuple le plus politique du monde, ça, c'est clair. Il n'est pas popole, il est capable, mais il regarde les idées. Ça, c'est vraiment ma conviction. Je ne sais pas si Philippe est convaincu de ce que je dis, mais moi, j'en suis sûr. En tout cas, moi, je suis convaincu de ce que tu as dit, Françoise. Donc, c'est important, déjà. Philippe, c'est des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on a convaincu Philippe Pas sûr. Non, vous m'avez pas convaincu parce que je vais vous dire franchement. Il y a eu c'est vrai que vous avez dit des trucs qui étaient vrais, mais en fait, moi je reviens sur les médias. En fait, si les médias ils avaient fait leur taf en 2017, on n'aurait pas eu Macron. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, là, je vais vous prendre un exemple, juste un exemple. Là, en ce moment-là, à l'heure où on se parle, il y a une plainte qui a été déposée à un tribunal à Paris avec 100 parties civiles pour atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. De qui Parce que je suis pas au courant de cette histoire. Christian Cotten, tout le monde peut se renseigner. Je sais même pas qui c'est. Christian Cotten, il a déposé une plainte avec 100 plaignants pour atteinte à la sûreté de l'État et la plainte a été prise par la doyenne du juge, la doyenne des juges, et la plainte est instruite en ce moment. Ça, en fait, visant les Macron. Donc, si vous voulez, cette plainte, normalement, ça devrait déclencher une volée médiatique. Mais en fait, personne n'en parle. Et tout le monde peut se renseigner. Christian Cotten, plainte contre le président de la République. Et il y a 5 délits qui ont été retenus dans la plainte sur 10 à l'origine, mais personne n'en parle. Alors, excusez-moi, je tape sur Google. Attendez, excusez-moi, je tape sur Google. Atteinte à la sûreté de l'État, Macron, Cotten, il n'y a aucune réponse. Alors, tapez plainte Christian Cotten. Excusez-moi, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, parce que c'est censuré. Mais Philippe met le doigt sur... pas du tout que Google censure ce genre de choses. Philippe met quand même le doigt sur quelque chose qui est un vrai risque, c'est le choix des juges. On l'a vu avec l'affaire Fillon, c'est quand même les juges dans une rapidité déconcertante qui l'ont bloqué. On le voit avec Marine Le Pen, et donc un des risques... On va voir, oui, mais on a ce risque-là. On le voit très bien. À un moment donné... Ça, c'est vraiment un autre sujet. Parce que quand vous regardez bien l'histoire de France, c'est très intéressant. Le gouvernement des juges, que ce soit sous l'Ancien Régime ou sous notre République, il est très prenant, y compris pour les choix électoraux. Moi, je peux vous dire, en tant qu'homme politique, et Françoise a mené des grandes campagnes présidentielles aussi. C'est vrai. On raconte toujours beaucoup de choses sur la justice, au moment des élections présidentielles. Mais on se rend compte que c'est le peuple qui s'exprime. Toujours. Et le peuple est souvent... À la fin, Fillon, on n'a pas pu voter. Ce sera le mot de la fin, les amis. C'est bien les juges qui ont empêché Fillon de se présenter. Merci. Et on a voté Fillon, et il sort le troisième. Merci beaucoup, Françoise. S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Philippe. Dans un instant, les seuls contre tous. Joseph Touvenel, vous dites non à la camisole chimique pour les délinquants sexuels. Et Françoise de Gois, il faut voter contre le projet de loi d'autonomie corse. On en parle dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Nibus. Soyez les bienvenus sur Sud Radio. Parlons vrai avec cette chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes abonné. En tout cas, on demande à Maxime ou pas le chiffre exact ?
Là. Non, il y a plus On l'a surpris dans la sieste. 1 30 000 abonnés. Non, vous m'avez déjà dit ça là, il y a 3 semaines. Excusez-moi, je ne vais pas vous inventer un chiffre. Si, inventez-moi des chiffres. 3 milliards. Dites-moi que je fais 1m80, que voilà. On se calme. Bah oui, 1m80, ça me Vous faites déjà 1m80, 1m65, j'aimerais bien. 1m80, mais c'est vous, exactement. Comme Philippe fait 1m92. C'est ça. Et, De tour de taille. et 82 kilos. Et d'ailleurs qu'il a été champion universitaire de basket, tout le monde le dit. Oui, tout le monde le connaît, bien sûr. Il a joué avec la NBA. C'était après, il a joué avec Lasvel, il a même été drafté, mais il pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de saucisson aux États-Unis et de choucroute, mais c'est vrai. Il a refusé l'équipe de France parce qu'il n'y avait pas assez à manger. On est en plein complotisme. C'est ça. On dit n'importe quoi, mais voilà, ça fait du bien. Donc autour de cette table, Françoise Degois, Joseph Touvenel et Christophe Madrol, qui est de retour, et maintenant les seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seuls contre tous. Et on commence par vous, Joseph Touvenel. Vous dites non à la camisole chimique pour les délinquants sexuels. Oui, et d'ailleurs, on dit camisole ou castration, et c'est tout sauf une castration. Oui. On leur coupe pas. Non. Pourquoi non? Parce que quand il y a une idée comme ça, moi j'étais comme 83% des Français, ça me semblait bien. C'est-à-dire que quand on a des gens, des pédocriminels, des gens qui s'en prennent physiquement aux enfants, il faut le mettre hors d'état de nuire. Si on peut leur faire avaler des trucs qui les mettent hors d'état de nuire, oui. Oui, mais d'abord, regardons la faisabilité de cette idée. Quand on regarde, quand on écoute les spécialistes, ça réduit la libido, ça la supprime pas, ça la réduit. Ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de produits. Question, quand ils arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une surveillance de tous les instants? Est-ce qu'il faut les suivre pour qu'ils prennent bien leur traitement? Première question. Deuxième question, on nous dit mais c'est un traitement qui est pas qu'un traitement médical où j'avale des hormones, parce que c'est ça. C'est aussi, ça fonctionne que s'il y a un suivi psychologique. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut déployer des psychiatres à côté. Vous voyez la complexité et le coût pour la collectivité. Et puis, ils nous disent des spécialistes comme le docteur Ben Kemoun, qui est pédopsychiatre, qui a bien étudié la question, il dit oui, mais ça marche que pour ceux qui sont pas les pires. Ça marche que pour ceux qui, quand ils commettent leur acte, qui est horrible, ressentent qu'ils font le mal. Mais pour les pires, il nous dit tous les agresseurs sexuels ne sont pas susceptibles de réagir au traitement. Ceux qui ne réagissent pas sont ceux qui sont dans une dynamique de domination, d'emprise, de contrôle, dépourvus de sens moral. C'est-à-dire que les pires, les plus dangereux, on leur fait avaler les hormones, on leur donne la camisole chimique ou pas, résultat, 0. C'est pour ça que quand je vois comment c'est lancé dans l'espace public, j'en veux un peu aux politiques qui, au lieu de donner une idée qui nous paraît sensée, devraient étudier la faisabilité et si effectivement ça résout le problème. Et les effets, effectivement. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Donc je dis rien de plus parce que je suis d'accord. Il y a vraiment tout est dit et c'est très très bien. Je suis pleinement de votre avis, Joseph. Franchement. Eh ben Joseph, tu ne seras pas seul contre tous parce que je partage aussi ta position et le seul politique que j'ai entendu sous le contrôle de Françoise, c'est Bruno Retailleau qui a parlé de chimique et de côté chimique. C'est le seul. On sait très bien. Vauquier aussi, on avait parlé il y a déjà. Mais on sait très bien. Tu as raison, Joseph Darbois. On sait très bien aujourd'hui que cette question-là ne se règle pas de façon chimique. Il y a un accompagnement. Malheureusement, moi je dis malheureusement. Voilà. Alors ensuite, il y a eu des études qui ont été portées. Je l'ai vu moi à la prison des Baumettes quand je travaillais comme éducateur. On aidait, on accompagnait la libido de certaines personnes qui sont emprisonnées, mais en aucune manière on traitait les délinquants sexuels avec cela. Mais alors, moi, il y a déjà, je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a des pays où on pratique la castration chimique. En Europe, il y a l'Allemagne, il y a le Danemark, la Pologne, la Belgique, entre autres, et les résultats, a priori, sont pas si catastrophiques que ça. Si on peut en empêcher ne serait-ce qu'une infime partie de récidiver, moi, je suis pour. Je suis pour. Et je dois vous dire une chose, je suis pour que ceux qui sont dangereux pour les enfants, dans ces signes, refusent ce type de traitement, qui sont, vous avez raison, ce n'est pas une castration chimique, ce sont des inhibiteurs de libido, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça. Moi, je suis pour. Je me fous des délinquants sexuels, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est la protection des enfants. La protection des enfants. Eux, après, leur confort, etc. Mais je m'en fiche royalement, soit dit en passant. Et deuxièmement, j'en ai quand même un peu assez qu'on dise que ces gens-là sont des malades. Non, tous ne sont pas des malades. Il y en a qui sont des gens qui sont éminemment pervers, qui aiment
se taper des enfants prépubères parce que c'est dans leur fantasmatique. Ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas tous malades. Certains sont des salopards. Vous venez de définir la maladie psychiatrique. Non. Eh ben, écoutez, vous savez que vous avez une chose à faire dans ces cas-là. Vous vous retenez. Un homme, ça s'empêche. Mais on est d'accord sur le fond. Mais quand on ne peut pas s'empêcher... Eh ben, on doit pouvoir s'empêcher. Non mais Philippe, c'est exactement ce que dit le docteur Ben Kemoun qui a étudié le truc. Il dit il y en a sur qui, et c'est les plus graves, ceux qui sont dans une dynamique... Dans ces cas-là, on les garde au trou ad vitam aeternam. Mais il dit bien dynamique de domination, d'emprise, de contrôle du pouvoir sur les autres. Et là, il dit camisole ou pas camisole, on n'empêche rien. Et donc c'est un leurre de nous faire croire que ça résoudrait l'ensemble des problèmes. Le point qu'amène Philippe David qui est intéressant, je n'ai pas fait ce travail de benchmarking, comme on dit aujourd'hui, de voir avec les pays européens. Si tu nous dis aujourd'hui que dans les pays européens, ça marche, ça marche plutôt... Mais non, c'est pas que ça fonctionne aussi peut-être parce qu'ils ont le personnel pour gérer ces gens-là. Ils ont des psychiatres, ils ont de l'argent. Ce qui n'est pas notre cas en fait. J'ai regardé un peu, il y a en Europe, il y a d'autres pays dans le monde. Des États américains. Ça fonctionne. D'abord, l'intérêt, c'est sur la récidive, parce que tant qu'il n'a pas commis le crime, en fait, ça fonctionne que pour les cas qui sont les premiers cas, c'est-à-dire les cas les moins pervers. Sur les autres, ça fonctionne pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce sujet. Françoise Degois, vous dites qu'il faut voter contre le projet de loi d'autonomie corse. Oui, alors moi, je suis très agacé par ce projet de loi. Je rappelle qu'il est né comment ? Il est né en 2022, quand la Corse est victime, vous vous en souvenez, d'émeutes très violentes après la mort de Yvan Colonna, qui est tué dans sa cellule à Arles par un détenu. Et donc, Gérald Darmanin vient sur l'île, et avec évidemment la bénédiction d'Emmanuel Macron, dit on va trouver un moyen de plus d'autonomie. Ce projet, il naît des troubles d'Yvan Colonna. Ce projet en soi, je ne suis pas contre une forme d'autonomie renforcée. Pas du tout. Je pense que cette île a besoin de respirer. C'est 400 000 habitants. On pense on va pas refaire l'histoire de la Corse. Moi, j'y ai travaillé. On connaît tous la Corse. On connaît la complexité. C'est pas le sujet. Ce qui me gêne dans ce projet de loi, c'est que il introduit la préférence corse avec cette phrase qui est toute communauté, qui culturellement, linguistiquement se sent attachée à un lien singulier à sa terre. Ce projet de loi parle de cette communauté-là. Écoutez, c'est là que pour moi ça va plus. Il y a une rupture constitutionnelle qui est absolument majeure. Parce que ça veut dire que demain, si ce projet de loi passe à l'État, même si le Conseil d'État a retoqué ses dispositions, s'il passe en l'État, ça veut dire que les Basques peuvent dire j'ai un lien singulier à ma terre, ça veut dire que les Bretons peuvent le faire, ça veut dire que les Alsaciens, et on découpe petit à petit la République en confetti. J'entends les gens qui disent pourquoi il faut le voter, pour faire respirer cette île qui est à l'arrêt, mais je pense que dans le fait, dans le régalien, ce qu'on appelle le régalien, dans ce qu'est notre nation une et indivisible de République, je trouve ça extraordinairement dangereux. Ça divise vraiment l'hémicycle, et même la gauche. Ce matin, par exemple, le Parti Socialiste s'est coupé en deux sur qui va voter pour et qui va voter contre. Moi, je suis profondément opposé à ce projet de loi. Alors moi, pour une fois encore, je suis assez d'accord avec ce projet de loi. La vraie question en Corse, pour avoir longtemps travaillé comme toi en Corse et bien connaître que Gilles Simeoni, la question c'est le foncier. La question c'est la présence de l'État français qui gère par les administrations françaises le foncier en Corse. Et on sait aujourd'hui, quand tu es un jeune Corse, ou ailleurs d'ailleurs, quand tu es un jeune ciotadin, ou un jeune de Saint-Tropez, ou un jeune Canois, tu ne peux plus acheter un terrain près de chez toi pour pouvoir construire ta maison et être près de chez tes parents parce que le foncier coûte trop cher. Donc la question dans la loi de la préférence corse réside sur la question du foncier. Du logement. Et ça, c'est une vraie réalité d'acceptabilité des territoires. Aujourd'hui, tu penses qu'on a tort de faire l'extension avec une forme de préférence nationale, préférence corse, préférence nationale. Je vois aujourd'hui la réalité sur la côte où j'habite à Marseille, à La Ciotat par exemple ou à Aubagne, qui sont des villes ouvrières, parce que aujourd'hui, pour se loger à La Ciotat ou à Aubagne, ce n'est plus possible. On est passé de 2500 € le mètre carré à plus de 12 000 € le mètre carré. Mais c'est plus cher qu'à Paris. C'est 10 000. Mais La Ciotat, Aix-en-Provence, regarde, 12 000 €. Regardez, c'est monté, c'est explosé. Donc on ne peut plus se loger quand on est un jeune ciotadin, quand on est un jeune bastier, quand
on est un jeune d'Ajaccio, quand on est un jeune de Corté, c'est son territoire. Donc on doit se délocaliser, vivre ailleurs. Donc pour cela, moi je soutiens la réforme portée par Simeoni sur la question du foncier. Ensuite, tu as raison Françoise. L'indépendance ou l'autonomie, c'est un débat qui remonte à largement avant. Rappelle-toi les bagarres que nous avons portées aussi avec le ministère. Lionel Jospin, les accords de Matignon, il a vissé la peau puisque Chevènement est sorti sur du ces gouvernement accords. à ce moment-là. Donc voilà, moi le seul point qui m'intéresse aujourd'hui dans la réforme, c'est la question du foncier, parce que vivre, travailler au pays, c'est comme une revendication qui est apportée. J'entends. C'est vraiment le sujet. Et par contre, le projet de loi ne traite pas vraiment ce sujet. Ce qu'a dit Françoise est exact, c'est un risque. Moi, je suis très attaché à la diversité et je suis très fier d'avoir un pays qui a la Corse comme on a la Martinique, la Réunion ou l'Île-de-France. Ou la Bretagne, ou la Normandie. Il y a des diversités, il y a des usages, il y a des cultures. Et il est normal, il est sain de les défendre. Il est sain que les Corses défendent la langue corse. Parce que ça fait partie de l'histoire, parce que ce sont les traditions, parce que... Mais ça, c'est acquis. Oui, mais le projet de loi va plus loin et ouvre une brèche dans la nation. Et ce qui fait nation, c'est qu'on se rassemble. Et aujourd'hui, eh bien, les politiques nous disent pas ce qui nous rassemble. Pour se rassembler, il faut avoir un projet commun. Quel est le projet commun en France ? Et tant qu'on n'a pas un vrai projet commun, un rassemblement, alors on ouvre la porte à une explosion du pays, à une explosion de la République. Ça, c'est très dangereux. Alors, bon, la question de la langue, c'est un acquis, parce qu'en Bretagne, aujourd'hui, on peut parler le breton, dans le Berry, on parle le breton, dans le Berry, non, pas le breton. Non, pas le breton, le Berry, dans le Pays Basque, etc. On parle le basque en Alsace. On peut parler corse, il y a même des écoles aujourd'hui, puisque ça remonte à Jospin, je sais plus à qui avait accès, qui est lié des écoles là-dessus, donc ça, c'est acquis. Je vous dis, la seule question, pour moi, dans le projet de loi, c'est le respect des identités par rapport aux générations à venir pour qu'ils puissent rester corse. Ça prend un point pour moi. Moi, je suis d'accord avec Françoise sur le fond. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut profondément réformer, c'est qu'il y a une réforme qui a été ratée. Elle avait été rejetée par référendum en 69 et elle a été ratée, à mon avis, en grande partie en 82 par Gaston Defferre. Pardon, la décentralisation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui partent de Paris et qui sont décidées verticalement à Brest, à Dunkerque. Avec une méconnaissance du terrain. Voilà, moins en Corse. Bien sûr, mais ce qui moins en Corse. Parce que la Corse a déjà une certaine autonomie et la preuve, ce sont les nationalistes qui gagnent régulièrement les élections locales. Je pense qu'on est d'accord. Alors, c'est des nationalistes. Simeoni n'a plus grand-chose à voir avec son père. Par exemple, je veux dire. Mais en revanche, il y a quand même une chose. C'est vrai que j'ai peur que ce soit contagieux pour le Pays Basque, pour l'Alsace, pour la Bretagne, pour ceci, pour cela. Le signal me semble dangereux, je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche, beaucoup plus de pouvoirs locaux, moins de choses qui se décident à Paris par la technostructure. Oui, parce qu'il y a quand même... Je peux pas m'empêcher de me dire aussi, parce que je pense contre moi-même qu'il y a presque un réflexe encore un peu néocolonial, quand... non mais vraiment, quand on met dans le même paquet la Corse, par exemple, et la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui a beaucoup choqué et que j'ai entendu, c'est que quand Emmanuel Macron est allé en Corse, par exemple, Gilles Simeoni a été président de l'Assemblée de Corse, a été fouillé au corps comme un vulgaire, comme un vulgaire. Donc il y a aussi une forme de condescendance de Paris quand même, je crois. Ah mais moi j'ai vécu, merci, mais ça va, c'est intéressant. Moi j'ai vécu des visites ministérielles en Corse. François, je peux confirmer que on est dans un autre monde parfois. Merci beaucoup en tout cas pour ces sujets. Vous pourrez bien entendu continuer de réagir sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, l'info en plus. Le BHV Marais a cédé donc un nouvel exploitant qui va arrêter sa collaboration avec le géant de la fast fashion. On en parle dans un instant avec Pierre Talamont. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai de Ménibus. Et qu'est-ce qu'on est content avec Philippe David d'être avec vous tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone. Et c'est Juliane aujourd'hui au 0826 300 autour de cette table. Françoise Degois. Ça va ma chère Françoise? Ça va super, j'adore les sujets aujourd'hui. Joseph Touvenel, ça va Joseph? Ça va toujours. Ça vous Surtout plaît, quand je suis parmi vous. Ah bah dites donc, tout le monde est content. Christophe Madrol aussi qui est avec nous. Vous êtes content Christophe? Je suis heureux d'être avec vous. Ah bah c'est bien. Avec les auditeurs de Sud Radio partout en France. Voilà, c'est bien, tant mieux. Philippe David. En pleine forme. Oui, bah écoutez, tant mieux. Ça tombe bien. Comme disait Fernand Reynaud. Et bah c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
Et le BHV Marais cédé à un nouvel exploitant qui va arrêter sa collaboration avec le géant de la fast fashion Shein qui avait fait scandale. Pierre Talamon est avec nous, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette décision, Pierre Talamon, de se séparer de Shein, c'est une bonne solution, enfin j'imagine bonne décision pour vous. Ben oui, on est heureux de voir que Shein quitte les murs du BHV. Le BHV était devenu un poids mort pour le quartier, plus personne n'y allait. Donc ça pour nous c'est une bonne nouvelle. Moi j'avais rencontré Frédéric Merlin il y a environ 3 mois. J'avais fait part évidemment du mécontentement de la fédération. Oui, depuis le début, vous aviez dit que vous étiez contre. Ah oui, parce qu'au-delà de la faute politique par rapport à la filière mode, textile, habillement française ou la faute morale par rapport au non-respect de Chine des normes environnementales, sociales, une concurrence déloyale pour nos boutiques de mode indépendantes. C'était surtout, moi je lui avais dit, vous faites une erreur stratégique parce que il y a une largeur de gamme, une profondeur de gamme si vous voulez, que vous ne pouvez pas avoir en physique de la part de quelqu'un qui fait de l'ultra fast fashion, mais en digital uniquement, donc en plateforme extra-européenne, parce que les produits étaient contrôlés quand ils arrivaient, donc évidemment la collection était très pauvre puisqu'ils s'étaient habitués à vendre des produits hors normes sur les réseaux. Et le prix aussi n'était pas le même, c'était beaucoup plus cher puisque là ils payaient une TVA, ils payaient une taxe d'importation. Donc les clients étaient déçus. Et puis il faut dire, moi j'ai vraiment été voir pour me rendre compte très concrètement de la collection sur place. C'était franchement très moche. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne chose que Shein s'en aille. Maintenant, je crois comprendre qu'il n'y aura pas d'offre mode, qui est très dommage pour une institution pareille. Alors il y aura ça revient donc sur la maison, le bricolage et la déco, qui était son marché initial. Est-ce que on peut rappeler aussi combien d'emplois menacés dans l'habillement à cause de ce modèle, par exemple? Oui, nous, écoutez, en tout cas, au niveau des boutiques de mode indépendantes, en 10 ans, on a perdu 2000 emplois, et puis rien que sur 2025, c'est 1000 boutiques qui ont dû fermer, qui ont dû fermer. Ça n'est pas évidemment la faute, c'est pas uniquement l'ultra fast fashion, c'est aussi un mode de consommation qui change. Vous avez 30% sur Internet maintenant, vous avez 12% environ de seconde main. Donc il n'y a pas que ces raisons-là, et plus la politique de centre-ville, l'accessibilité centre-ville, il faut la revoir aussi. Il faut que les boutiques, 70% de nos adhérents sont en centre-ville. Il faut une signalétique, il faut que les gens puissent aller en centre-ville sans se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est dangereux parce qu'on fait, finalement, on donne l'avantage au commerce, au e-commerce. Donc il faut faire attention à ça. En tout cas, pour le BHV, c'est une bonne nouvelle parce que franchement, ça va faire revenir petit à petit du monde. Là, ils sont en plein travaux, en pleine restructuration. J'espère que ça va pas être trop le bazar, c'est le cas de le dire, parce que c'est l'équipe dirigeante qui reprend. La société de Frédéric Merlin s'en va, SGM s'en va, mais voilà, il y a même une ouverture au capital pour les employés du BHV. En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Est-ce que le client français aujourd'hui est prêt à payer plus cher pour acheter local, selon vous ? Oui, je pense qu'il est prêt à mettre quelques euros de plus pour acheter local. Et surtout, on parle de désirabilité au niveau du produit. Donc, si vous voulez, le consommateur aujourd'hui est capable d'apprécier la valeur du produit. Est-ce que ce produit, ça vaut ce prix ou pas ? C'est ça qui est important. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, Pierre Talamon. Merci à Sud Radio. Président de la Fédération nationale de l'habillement qu'on soutient, bien entendu. Et puis, si vous voulez poser des questions et continuer, en tout cas, de réécouter cette émission, qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Un point qui est important, le BHV, c'était aussi l'expérience de salariés qui savaient donner un conseil. C'était ça un des plus du BHV. Et c'est donc c'est très important. Du magasin physique. C'est quand même extraordinaire. On est d'accord. J'ai le souvenir de vous. J'étais en matinale, je faisais l'édito. Vous
vous étiez venu. En fait, la mobilisation et la contre-publicité a vraiment eu raison de Chine. Bien sûr. C'est une des premières fois que je vois une mobilisation populaire qui aboutit, en fait. C'est ça. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous abordez un sujet très important. On n'a plus le temps. Ah mince, parce que c'est vrai que les magasins en centre-ville, on n'a plus le temps. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, beaucoup. ça a marché, la mobilisation, c'est tellement rare qu'il faut le signaler. Bravo, on est très content. Merci Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Et tout de suite, c'est l'anti-arnaque. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Salut Flavio, comment ça va, le bon Flavio? Comment ça va aujourd'hui? Ça va et vous, ça va bien? Bah ça va. J'ai écouté votre vidéo, j'ai vu que vous aviez du goût. On achète un canapé aujourd'hui. Ah, on achète un canapé, normalement pas, il est à donner le canapé. Ouais. Bah, oui. Finalement, c'est une vente déguisée. Enfin, on comprend pas trop. Le résultat est dans l'appel comme d'habitude. Bah oui, mais il faut quand même dire que le canapé, on peut pas s'asseoir dessus parce qu'il est tellement dans un état pitoyable que bon, personne va s'asseoir. Je vous le dis tout de suite. Allez, on écoute. Allô Oui, bonjour, je vous appelle pour le canapé à donner sur le Bon Coin, toujours disponible? Oui, c'est leur dispo, dis-moi ce que tu veux savoir. Ouais, j'ai juste pas compris, il y a marqué 150 € de frais. Ouais, exactement, c'est des frais de donation, tu comprends? Ouais, enfin, s'il y a des frais pour un don, c'est payant, enfin, ça revient à la même chose qu'une vente. On donne chez nous, on donne. Même quand c'est gratuit, on donne, c'est le geste. C'est les frais du cœur, tu comprends? Mais les frais du cœur à payer par mois, quoi, si je prends le canapé, ça c'est... Ouais, c'est ça, c'est les frais du cœur. Je peux pas, si t'arrives pas à comprendre entre les lignes, je peux rien faire pour toi. C'est les frais du cœur. Voilà. Mais donc, au final, c'est quand même une vente déguisée. Ça reste une vente. Tu regardes, écoute, mon cousin. Moi, je t'offre le canapé, toi, tu m'offres quelque chose en retour, tu comprends? C'est comme ça, faut avoir le main sur le cœur. Mais pourquoi 150 €? Je peux vous offrir autre chose. Déjà, donc, le canapé, il est pas dans un très bon état. Non, mais le canapé, tu trouveras pas moins cher. Tu peux chercher, tu trouveras pas. Donc là, je te dis, tu donnes un canapé, tu me donnes t'annonces 3 billets de 50, et il attend le canapé, on en parle plus, mon copain. C'est le geste, c'est comme ça. Si je vous offre autre chose que 150 €, pareil, un objet ou autre. Non, je fais pas de troc, moi. Là, je suis clair, là. C'est 3 billets de 50, là. 150 €. Bon, bah, c'est ça, c'est une vente, quoi. Bon, écoute. Là, t'es en train de me dégonfler, tu me fais perdre mon temps. Tu vois ça comme une vente, mais tu me fais pas chier. Alors, je te dis, 3 billets de 50 €, il est à toi, tu veux pas, va te faire foutre. Ben, ça va, je J'ai vois. pas ton temps, parce que je sens que tu me fais une blague, là. Je vous rappelle si jamais ça m'intéresse. Oui, allez. Allez. Va te faire enculer, hop. Non, dis donc, mais c'est toujours aussi sympa. Voilà, donc un canapé, c'est un don, mais avec des frais à 150 €. Frais du cœur, quand même. C'est des frais du cœur. Non, mais tout est frais du cœur, en fait. Ouais, c'est des frais du cœur. Vous allez chez le coiffeur. Mais c'est malin, c'est un frais du cœur, c'est assez malin. Mais il est quand même sympathique, faut reconnaître que ça donne envie de lui acheter. Voilà, ça donne envie de lui rendre Tu service. sais quoi? Je vais mettre ma voiture en vente. Je vais dire, allez, 10 000 €, c'est les frais du cœur. Voilà. Mais je vous la donne, mais en échange de frais du cœur. Après les restos du cœur, il y a les frais du cœur. Et voilà, exactement. C'est dingue là. Je suis sidéré par la violence quand même et la vulgarité. Enfin, mais tout le temps. Quand j'entends les excellents trucs de Flavio, c'est délirant la façon dont les gens vous parlent en fait. Ah bah oui, alors que lui, il est plutôt cool. Hein, vous étiez cool, Flavio? Ah bah oui, toujours. Ouais, bah après, il était pas non plus très vulgaire comparé à... Excuse-moi. Quand même. Excusez-moi, mais... il nous a plombé l'appel. Excusez-moi, c'est comme Thérèse, c'est un ami, alors c'est pas grave. Ce que je veux dire. Là, c'était qu'un ami du cœur, donc c'est pas grave. Flavio, vous êtes trop habitué parce que si c'était un peu vulgaire quand même. Mais vous êtes gentil, c'est pour ça que vous regardez toujours le bon côté des gens. En tout cas, la prochaine fois, je vais vous faire un cadeau gratuit, mais ce sera 150 €. Ok, Flavio? C'est noté. Mais c'est des frais, c'est juste des frais, sinon c'est un cadeau. À réécouter bien entendu sur notre compte Twitter, sur notre Insta et sur en podcast sur sudradio.fr et sur votre Insta. Le bon Flavio, et comme on dit, à lundi. Non, pourquoi pas. Demain, on est mardi. Donc à mercredi. On est mardi. C'est le foot ce soir, bien entendu. Ça va bien. Allez, je vais prendre un verre d'eau. Allez, on vous retrouve dans quelques instants avec le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on? J'en ai marre de ceux qui font encore semblant de croire à l'existence du couple franco-allemand. Et j'en profite pour vous dire que ce soir, à partir de 20h sur Sud Radio, vous retrouvez Joseph Ruiz, Braque et Virginie Gullien pour une émission spéciale consacrée au mondial de foot. Le coup d'envoi, effectivement,
effectivement, à l'heure du coup d'envoi, ce sera la France contre le Sénégal et c'est à partir de 20h. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe David, on est très heureux d'accueillir Françoise Degois, Joseph Touvenel, Christophe Madrol et vous 0826 300 300. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 2 grands villages situés dans 2 pays différents, Paris et Berlin. Pourquoi Paris et Berlin ? Parce que le moins qu'on puisse dire est qu'en termes de projets communs dans le domaine de la défense, le couple franco-allemand tant vénéré et vanté par nos élites est passé de la séparation de corps au quasi-divorce. Commençons par le premier projet dont on a annoncé la mort la semaine dernière, le SCAF, système de combat aérien du futur, un système d'armes interconnecté incluant des drones dont une partie essentielle était le remplaçant du Rafale et de l'Eurofighter. Un projet dans lequel Dassault a roué dans les brancards, et on le comprend, les Allemands voulant par le biais d'Airbus qu'ils dirigent prendre les technologies Dassault qu'Airbus ne sait pas fabriquer. Pourtant, Emmanuel Macron a fait tout son possible, mais le projet est mort, sa mort étant annoncée par Berlin lundi 8 juin. Voilà pour la séparation de corps. Pour le risque de divorce, revenons sur le plancher des vaches, avec le projet de char commun destiné à remplacer le Léopard 2 allemand et le Leclerc français. Un projet mené par le groupe franco-allemand KNDS, fruit de la co-entreprise créée entre l'allemand Krauss-Maffei Wegmann et le français Nexter qui produit, entre autres, les canons César. Il a lui aussi du plomb dans l'aile puisque des députés allemands au Bundestag, issus du SPD, le Parti social-démocrate, réclament pour Berlin un droit de veto sur la propriété intellectuelle en Allemagne du producteur de chars. Une demande inacceptable pour Paris, alors que l'actionnariat est partagé à 50-50 entre l'État français et la famille Wegmann, une famille Wegmann qui souhaite vendre ses parts pour lesquels l'État allemand a marqué son intérêt. Si un actionnaire a 50% des parts, il est logiquement hors de question qu'un autre actionnaire, qui ne peut avoir au maximum que le même nombre de parts, fasse la loi. C'est la règle dans toute société capitaliste normale. Le patron allemand de KNDS et ancien PDG d'Airbus, Tom Enders, a déclaré hier dans le journal Handelsblatt: voulons-nous vraiment traiter la France, avec laquelle nous coopérons avec succès depuis de nombreuses décennies dans plusieurs projets d'armement, comme la Chine, tout en rappelant sur le SCAF que l'Allemagne n'a plus produit d'avions de combat de manière autonome depuis 1945, et de fustiger la position de son propre pays, accusé de se cantonner toujours plus au niveau national en matière de défense et de coopération dans l'armement, une réalité qui nous saute au visage. L'Allemagne défend les intérêts allemands et se fiche des intérêts français quand elle ne fait pas tout pour les torpiller, une simple réalité que nos dirigeants devraient un jour enfin comprendre et prendre en compte. Oui, le SCAF a échoué, mais on savait le SCAF, c'est dans le Roi Lion, pardonnez-moi. Oui. On savait que c'est le méchant de l'histoire. On savait que ça allait échouer. De toute façon, on en avait parlé. Ça fait des mois et des mois que la crise est ouverte et on ne voit pas vraiment. Elle était quasiment entérinée déjà depuis longtemps. Après, c'est vrai que on est dans un rapport de force permanent. Les Allemands ce sont pas nos comment dirais-je, nos amis. Ce sont pas nos ennemis, mais nous sommes toujours obligés d'être dans le rapport de force. Alors, pour les choses compliquées qui ne fonctionnent pas, comme le SCAF par exemple, eh bien il y a quand même des grandes réussites. Évidemment, je vais toujours citer Airbus, mais Airbus est une réussite hors norme. Ouais. Le lanceur 6, Ariane 6 par exemple, dont on a... Mais il y a aussi les Anglais, les Espagnols de Airbus, faut-il le rappeler. Je suis d'accord, mais la réalité, si vous voulez, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas simplement la grande Allemagne qui s'essuierait les pieds en permanence sur la petite France. Ça n'est pas tout à fait exact. Décidément, cette émission, Françoise, c'est la grande réconciliation. Mais c'est ça, tu as raison. C'est ce qu'on appelle la remontada. Excusez-moi, mais je parlais de divorce, on est parlé pour des partis pour les fiançailles, là, en face. Je comprends votre position, Philippe David. Je ne pas avec les centristes et les écologistes. Franchement, je sais pas où ils sont, ces gens-là. Ça y est, me sauve d'entrée, François. Franchement. Le coup franco-allemand a porté la dynamique européenne vis-à-vis de l'ensemble des autres pays. Quand vous prenez la cartographie de tous les pays européens, Philippe, à part l'Italie, bien sûr, pays fondateur et qui nous devance. Mais aujourd'hui, c'est le couple franco-allemand-italien qui porte la dynamique européenne vis-à-vis effectivement des autres pays, que ce soit l'Asie ou les États-Unis. Allez, mes amis, on est déjà très en retard. Pardon, Joseph. Non, mais la seule chose, c'est qu'on oublie que derrière l'Allemagne, il y a souvent l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Exactement. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, en Allemagne, il y a toujours plusieurs milliers de GI qui y sont. Merci. Et qu'au niveau militaire,
Merci mes amis. Dans un instant, nous allons nommer un ministre. Ce sera le ministre du numérique. Et puis juste après, c'est le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir vous détendre. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Nos amis aujourd'hui, Françoise de Gaulle, Joseph Touvenel, Christophe Madrol, Philippe David, bien entendu. Et avec cette rubrique qu'on adore. Hein. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et vous êtes, il faut bien falloir que vous fassiez quelque chose, puisque vous êtes ministre depuis quelques instants du numérique. Et Johan est avec nous de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Cécile, bonsoir David, bonsoir Grégoire. Bienvenue Johan, vous êtes donc notre nouveau ministre du numérique et on a envie d'entendre vos propositions. Oui, écoutez, une des propositions que je souhaiterais porter à ce gouvernement consisterait à unifier les bases de données entre la CAF, les impôts, la sécurité sociale, afin d'une part traquer les fraudeurs. Ouais. On a une estimation à peu près de la fraude sociale, ce que ça coûte. Je pense que ça pourrait être un bon moyen de lutter contre. Et également, simplifier toutes les démarches que l'on peut avoir lorsqu'on a des événements de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, ou des accidents, qu'on puisse avoir tout cela qui soit bien simplifié. Oui. Christophe Madrol, vous qui êtes aussi Marseillais. Entre Marseillais. Ouais. Bonjour, jeune homme. Il fait beau à Marseille. Est-ce qu'il fait gris à Paris? Non, il fait beau aussi, mais je disais tout à l'heure, on prend l'entête à Cécile et à Philippe. Partout, non. La chaleur à Paris est différente que de chez nous, en fait. Je suis d'accord, bien sûr, elle est désagréable, la chaleur à Paris. C'est moins. Les amis, on fait pas une chronique météo. Non, mais je suis un peu ennuyé sur. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, François me coupe la parole. Vous dites rien, donc. Mais je peux parler entre Marseillais, de savoir quel temps il fait à la maison. On va sur le Vieux-Port. On a le droit de parler entre nous un peu quand même. Pourquoi est-ce que vous n'agissez pas? Tout à l'heure, vous m'avez parlé du BHV. Nous, le BHV à Marseille, on a le centre bourse. Ah, okay. Voilà. Allez, c'est passionnant. Est-ce que je peux vous demander, c'est étrange que vous ayez pas, comme j'entends ce que vous dites, le regroupement, la simplification administrative, c'est quelle est votre position sur les réseaux sociaux, notamment parce que vous êtes ministre du numérique. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour l'interdiction avant 16 ans? Oui, je suis pour l'interdiction avant 16 ans et je suis également pour l'identité numérique. Ah, c'est-à-dire on peut plus être anonyme. En fait, c'est fini. On peut plus se cacher derrière un anonymat. Exactement, comme les gens doivent porter un peu leur courage quand ils ont une opinion à donner. Super. Il n'y a pas de raison que lorsque l'on souhaite notamment harceler une jeune écolière, par exemple, qu'on le fasse derrière un anonymat. J'ai encore une question à vous poser très précise et très concrète. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez sur l'IA générative. Est-ce que vous êtes pour le combat qui est mené aujourd'hui par la Commission européenne, enfin par beaucoup de députés et également à l'Assemblée nationale, pour vraiment protéger les créateurs des droits d'auteur? C'est-à-dire, on n'est pas contre l'IA, mais il faut absolument que les auteurs perçoivent de l'argent là-dessus. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que la notion de droit intellectuel ou de droit de propriété sur un contenu qui a été généré par de l'IA, c'est d'abord avant tout un problème juridique. C'est ça. À titre plus personnel, moi je suis pour le fait que lorsqu'effectivement il y a un créateur qui génère quelque chose sur une IA, c'est comme un peintre qui va se servir d'un pinceau d'un certain calibre. Certes, le pinceau est l'outil, mais c'est l'auteur qui a dessiné ce qu'il a dessiné. De même que sur l'IA, un prompt que vous allez taper, selon comment vous le tapez, la virgule que vous allez la mettre, le mot que vous allez utiliser ne va pas du tout vous générer la même chose. Et entre deux utilisateurs qui vont générer le même prompt, ça ne va pas non plus générer la même image. Donc il y a un petit flou là, pour moi à mon sens juridiquement à régler, c'est savoir dans quelle mesure est-ce que cet outil va être autonome, ou du moins est-ce qu'on reconnaît son autonomie. Et du coup, quelle est la part de créativité depuis l'auteur et depuis l'IA? Juste un mot pour ceux qui ne comprendraient pas ce que veut dire le mot prompt, parce que tout le monde ne se sert pas de l'IA. En fait, c'est une liste de courses, c'est-à-dire que vous donnez des recommandations à l'IA pour qu'elle vous fabrique quelque chose qui, selon vos attentes. Je vais être même un petit peu plus cartésien, c'est une instruction. Oui, alors c'est vrai, vous donnez des instructions, mais moi je parle pas de ça. Là, vous dites qu'il faut effectivement que
Je parle pas de ça. Je parle de boîtes, de géants comme Mistral. Prenons Mistral, etc. L'IA se pille des données, des textes littéraires, des images, des morceaux de cinéma, etc. Chaque année, à chaque seconde. Est-ce qu'on paye? Comment on génère des droits d'auteur? Vite. Ah ben, ça d'abord, c'est pas l'IA qui va d'elle-même, c'est que il y a des personnes qui vont leur donner ce contenu-là à manger. Elle y va pas toute seule. Est-ce que je vous dis donc Françoise, il nous reste 30 secondes. En tout cas, où le ministre a raison. Où le ministre a raison, c'est pour le guichet unique, que ce soit sécurité sociale, CAF, etc. Pour simplifier. Il est anormal qu'aujourd'hui on soit obligé d'aller voir plusieurs entités. Guichet unique numérique. Et on voit que, d'ailleurs, on a des ministères qui devraient réellement s'y mettre. Comment se fait-il qu'un dossier au ministère de la Justice, on ne sache pas où il est ? Alors qu'à l'époque de l'informatique, tout ça devrait ressortir, mais alors avec une rapidité déconcertante. Donc on a de gros efforts à faire en la matière. Oui, exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Johan, d'avoir joué le jeu. Merci, Monsieur le Ministre. Et puis ça nous permettrait de rentrer tous les dossiers dans l'IA et de faire sortir les mots-clés qui pourraient nous permettre d'accélérer. Exactement. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit? Jordan est plus champion de Picombière, plus Fabien Roussel. Les trois en même temps, c'était facile, c'était un point offert. C'était cadeau, c'était un petit démarrage. Parce que vous voulez marquer le coup. Voilà. Qui c'est? Il y a des cadets Roussel, là, j'ai entendu. Non, c'était Monsieur Roussel. Qui c'est qui l'a dit pour justifier sa non-candidature? Si j'étais candidat, les Français penseraient que moi aussi, je le termine, penseraient que moi aussi, je suis adhérent au parti TPMG. Tout pour ma gueule. François Bayrou, exactement, point pour Françoise Degois. Qui c'est qui l'a dit? Gabriel Attal et Édouard Philippe, ça n'a rien à voir. François Bayrou. Non, jamais deux fois le même. Non. Ça n'a rien à voir. Eh bien, c'est une Attalienne ou c'est un philippiste? Philippiste. Non, une philippiste. C'est une philippiste. Valérie Pécresse? Non, pas du tout. Ah non, elle n'est pas encore officiellement philippiste. Ouais, alors philippiste. C'est quelqu'un qui a fait couler beaucoup parler d'encre. d'elle. Voilà. Une présidente de région. Elle a fait pas mal de afuera. Non. Maurice. Ah oui, Christiane Morancé. Bonne réponse, elle a été plus rapide. On partage, c'est vrai qu'on a dit. Christelle Morancé, présidente Horizon de la région Pays de Loire. Vous partagez? Est-ce que c'est pas avec Bilgère que ça arriverait, hein? Alors, Françoise. Elle est de gauche? Non, je peux pas. Le centrisme. Qui c'est? Gauchiste écolo. Alors, qui c'est qui a répondu à la question? Quelle est la différence de fond entre Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann? j'en sais rien. Manuel Bompard. Non. Manon Aubry. Mathilde Panot. Ah non, c'est pas du tout ce parti-là. Je pense que c'est trop fort. Elle a été porte-parole du gouvernement. Oui. Maude Bréjon. Non, elle l'a été. Laurent Berger. Non. Prisca Thévenot. Bonne réponse. J'adore. J'en sais rien. J'ai trouvé cette réponse géniale. Prisca Thévenot, député EPR. Qui c'est qui l'a dit sur l'accord Iran-USA? C'est plutôt un succès de communication pour Donald Trump. Emmanuel Macron. Non. Jean-Noël Barrot. Non. Bardella. C'est un candidat à la présidentielle. Glucksmann. Non. Bartel. Non. Vous avez un paquet. Philippe. Non. Attention, je vais vous donner un petit tips. ONU. À Villepin. Voilà, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. On avait oublié qu'il était candidat à la Il est, présidentielle. malheureusement. On est à combien, là? Ça voulait vous faire mousser 4, 3, 1. Qui c'est qui l'a dit sur le G7? Non, mais Donald Trump va arriver en majesté. C'est quelqu'un qui a tout fait. Ministre, chef d'entreprise, commissaire européen et tutti quanti. Thierry Breton. Bonne réponse. Elle a été plus rapide. Qui c'est qui l'a dit? Plus personne ne croit à la pérennité des régimes sociaux et du régime des retraites en particulier. À un moment donné, il faut comprendre des décisions lucides, il faut prendre des décisions lucides et nécessaires. Qui a dit? Bonne réponse, Patrick Martin, le président du MEDEF. Non, mais c'est vraiment le MEDEF. Qui c'est qui l'a dit? Je serai attentif à la baisse des prix des carburants. Michel-Édouard Leclerc. Non. Ministre. David Amiel. Non, il travaillait dans le commerce. La distribution. Ah oui, le ministre du Commerce intérieur. Je sais jamais son nom. Facile. Il avait un nom Quand on est Marseillais, il avait un nom de footballeur.
Dimeco. Mais non, pas Dimeco. Mais remontez plus loin, Magnusson, Trésor, Scoblar. Vas-y, Mais non, Serge Papin. Papin. Le plus mythique. Ouais, c'est ça, mais bon. Mais on s'en fout. On compte le point à Christophe ou pas? Non, il a jamais dit Papin. Le Pourquoi il ministre dit du Commerce. Du l'intérieur. Qui c'est qui l'a dit sur Hormuz? J'aimerais que la France agisse, mais nous n'avons pas besoin d'aide. Le président américain. Bonne réponse de. Eh ben écoutez, On est c'est à fini. combien? Eh ben écoutez, c'est très simple. 5 pour Françoise Degois, 3 pour Joseph Touvenel, 3 pour Christophe Madrol. 5-3-3. Bravo Françoise Bravo, Degois. Françoise. Non, c'est une belle C'est la victoire. classe. Ah oui, on c'est s'incline. bien. On s'incline, on peut rien faire. Mais enfin, nous aussi, on aimerait bien avoir les réponses en avance. Oh la vache. Vous connaissez Les amis, le les complotisme syndical. Les amis, dans quelques minutes, nous aurons le patron, enfin le grand président de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz, sera avec nous puisque c'est aujourd'hui que la Monnaie de Paris ouvre l'accès à cette pièce. Vous avez vu le Marianne d'or que tous les épargnants français pourront s'offrir et ce sera l'occasion en tout cas de lui poser pas mal de questions pour savoir si c'est intéressant, si c'est toujours une valeur refuge. En tout cas, on lui posera plein de questions. En attendant, dans un instant, la question du soir. Trump menace la France de droits de douane 100% sur le vin si Paris ne supprime pas sa taxe sur les numériques. Et on vous pose cette question. Mépris, hausse des taxes, prix du carburant. Macron est-il trop tendre face à Trump? Eh bien, vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on revient dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Maxime Yeddo dans le Grand Matin Sud Radio. Je vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Et puis, je vous rappelle que ce soir, sur Sud Radio, on va parler football avec Joseph Ruiz. Et il n'est pas tout seul. Il est avec les tontons, ces tontons du mondial, bien entendu, avec Virginie Guilin ce soir et Braque. Et vous, au 0826 300 300, parce que bien entendu, vous avez la possibilité de donner votre avis. La France doit-elle craindre le Sénégal? Oui ou non? Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et juste après, à partir de 19h, Philippe David et François-Louis Bourneau. On va parler des problèmes à la SNCF. Parce que vous avez vu ce train qui a mis un temps délirant pour faire Paris-Clermont-Ferrand. Ce qui est quand même relativement long pour Paris-Clermont-Ferrand en train, on est d'accord? On aurait mieux fait d'y aller à pied. Et puis on a été contacté par des gens qui nous disent, ben voilà, moi j'ai passé 5 heures ou 6 heures pour faire un Paris-Orléans. Alors là, c'est encore au kilomètre-heure par heure. En kilométrage moyen, c'est encore plus court. Vous voyez, enfin plus long, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, vous avez été victime de la SNCF. On va également parler du 3919. Un auditeur nous a alerté sur le fait que les violences commises contre les hommes étaient assez mal prises en compte quand on les appelle, d'après lui, et c'est toujours bon d'entendre un témoignage. Et on parlera également les prix des carburants. Ça va baisser aussi vite que ça a monté, ou pour vous ou pas? Moi je constate que ça a un peu baissé, ça a perdu 6 centimes en une journée. Donc c'est déjà bon signe. Allez, et puis si vous voulez parler football aussi en prélude de cette émission, vous êtes aussi les bienvenus. Et tout de suite, Trump menace donc la France de droits de douane de 100% sur le vin si Paris ne supprime pas ses taxes sur les services numériques. Et c'est la question du soir, Philippe. Et vous dites, Emmanuel Macron est-il trop tendre face à Donald Trump? Oui, à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires. Trump est un vieux monsieur insensible au charme d'un jeune homme décadent. Voyez un peu? Oui, clairement, ça c'est Guillaume, mais il n'a pas le choix. La France est trop faible. Soyez les bienvenus, c'est la question du soir. Donald Trump gonflé à bloc à son arrivée au G7. Tout est vraiment super, merci beaucoup. Et pourtant, à son arrivée à Évian, accueil protocolaire à minima, sans la présence d'Emmanuel Macron. Bienvenue au président. Emmanuel est un ami spécial pour moi. On a une relation fantastique. On a fait beaucoup d'accords ensemble. Des géants américains de la technologie menacent de tarifs douaniers sur les vins et champagnes français. Mais face à Donald Trump, Emmanuel Macron préfère botter en touche. Non, on est là pour discuter. Il y a des accords qui ont été signés en avance. Emmanuel Macron et Donald Trump, quant à eux, se retrouveront une nouvelle fois mercredi à Versailles pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Loïc, vous nous appelez de Toulouse, bienvenue et merci d'être avec nous. Est-ce que Emmanuel Macron en fait trop face à Donald Trump selon vous?
C'est pas la question de s'il en fait trop ou pas. Enfin, il me semble qu'un chef, c'est fait pour cheffer. Ouais. À partir de ce moment-là, il est le président des Français. Son boulot, c'est de défendre les intérêts des Français. D'accord. Ok. Pour moi, c'est aussi simple et aussi basique que ça. Mitterrand savait le faire, Chirac savait le faire. Ça serait bien que nos élus se souviennent aujourd'hui que c'est quand même les Français qui les élisent et non pas des instances supranationales, et qu'il arrive un moment ou un autre, il faut défendre les intérêts des Français, même si ça doit aller à l'encontre des intérêts de l'Europe. Je rejoins le coup de gueule de Philippe David tout à l'heure. Merci. Quand on a des alliés et des amis européens comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. On est bien d'accord. Philippe David. Ah mais non, mais je suis entièrement d'accord. Alors ce qu'il y a de terrible, on en parlait d'ailleurs en matinale tout à l'heure avec Maxime Liédo et Elisabeth Lévy, c'est que Trump menace de taxer nos champagnes et nos vins de 100% de droits de douane, on est à 15. Alors inutile de dire qu'à 100% de droits de douane, sauf pour les très fortunés qui peuvent se payer des très bons champagnes, par exemple, le champagne français et les vins français ne vont plus se vendre aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que Macron a mis une taxe de 3% sur les entreprises du numérique, qui ne sont pas toutes américaines. Les entreprises françaises ou chinoises du numérique payent aussi 3%. Alors là, comme c'est parce que ne comptons pas sur Madame von der Leyen pour dire à Trump, si vous taxez le vin français, on taxe des produits américains, puisqu'elle est là pour défendre les intérêts de l'industrie allemande. Donc les viticulteurs français peuvent mourir, Madame von der Leyen s'en tape royalement. En revanche, moi je m'appellerais Macron, je dirais, écoute Donald, tu mets 100% sur mes champagnes, la taxe, elle n'est pas à 3%, à 100% nos champagnes ne se vendront plus. La taxe sur le numérique américain, je la mets à 80%. Et là, je peux vous dire que vous avez beau vous appeler Emmanuel Macron, vu la pression que lui mettraient les boîtes américaines du numérique, je pense que ça pourrait passer. Non, je pense d'abord que les négociations internationales se font pas comme ça. Je pense qu'il y a une relation. Avec Trump, si. Je vais vraiment finir. Il y a une relation spéciale entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y a une relation qui est comme ça. C'est vraiment deux personnalités totalement disruptives. C'est je t'aime, mais moi non plus. C'est-à-dire que à chaque fois, Trump dit c'est mon meilleur ami. Après, il s'insulte. Après, Macron lui répond. Je pense pas du tout. C'est leur balai à tous les deux. Je crois pas une minute. Mais comment même pas, vous écrivez balai ? Je ne crois pas une minute, pas une seconde que le champagne français sera taxé à 100%. Je vous le dis tout de suite. Donald Trump et les droits de douane. C'est l'effet d'annonce, en fait. Mais non, mais Donald Trump et les droits de douane, on peut faire une bande dessinée, en fait, depuis le temps où il nous menace de droits de douane. Je pense quand même il nous que. a mis 15%. Oui, d'accord, mais je pense qu'on leur en met aussi. Je pense qu'Emmanuel Macron le fait reculer parce que c'est lui qui prend la tête de la coalition sur le Groenland. Donc, cette idée de on est trop petit, etc. La vérité, c'est que Donald Trump crie beaucoup, mais il agit assez peu quand même. Joseph. De toute façon, les relations internationales, c'est un rapport de force. Voilà. Et la France. Oui, mais on le met comme on veut. Est relativement faible. Cela dit, quand on regarde les relations de l'Italie dans les négociations, l'Italie a très bien tiré son épingle du jeu par rapport à la France. Donc, c'est pas parce qu'on est plus faible qu'on peut pas négocier. Trump, c'est un businessman. Donc, quand il va en négociation, il est excessif pour obtenir quelque chose. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il veut obtenir et où va se construire le point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, effectivement, il va se construire. Il ne sera pas à 100%. Mais voilà, il arrive comme il faisait un business, il arrive en salle de négociation, il veut le maximum. Et puis à la fin, ça sera pas ça. Et on le voit dans les relations internationales avec l'Iran. Entre ce qu'on connaît Donald Trump, et tu as raison de rappeler, Joseph, que c'est un homme d'entreprise, donc il a une grande gueule. Mais à un moment donné, il s'installe et la négociation reprend. Et Françoise a aussi raison parce que ce bal de 4 à 4, je ne sais plus la chanson de Brel, mais la chanson la valse à 3 temps, où la mis à mal que se joue Emmanuel Macron et Donald Trump, on le connaît. Et vous allez voir la cérémonie d'après-demain à Versailles, ça va être fastueux. Et voilà, la question sera réglée d'ici, à mon avis, mercredi soir. Parce que Emmanuel Macron, il a un côté très, très malin. Il sait très bien que Trump ne résiste pas à ce qui est en majesté. Et d'ailleurs, il lui a déjà collé le défilé du 14 juillet, première année où il est élu. Il lui colle la Tour Eiffel et il est comme un enfant devant un arbre de Noël. Et là, il va lui coller Versailles. Notre-Dame.
Oui, et Notre-Dame, oui. Il ne lui colle pas que... Oui, t'as raison, j'avais oublié, bravo Cécile. Il ne lui colle pas que Versailles. Il lui colle le grand jet d'eau nocturne, c'est-à-dire l'ensemble des bassins de Versailles. Ah, c'est il magnifique. lui colle le feu d'artifice. Donc il lui fait vraiment le grand total, Manitou, quoi. le grand, et à la fin, ça finira bien sûr par une négociation. Et puis les négociations, c'est pas que sur le champagne, il y a l'Ukraine derrière. Donc il y a ce qui va veut sortira. obtenir des choses de l'Ukraine. Et ce qui se négociera, c'est plus complexe. Il y a la question aussi de l'IA, on parlait tout à l'heure de l'IA, la question effectivement de l'installation de toutes les grosses boîtes américaines en France. Nous on le vit, on n'a pas parlé avec le ministre du numérique, mais aujourd'hui tous les centres... Tu crois vraiment qu'on avait le vrai ministre en fait? On n'a pas le vrai ministre? Non, mais parce qu'il était bon le mec. Mais pourquoi personne ne me dit rien? Je pensais qu'on avait un ministre marseillais. Ah bah non, non mais vous Cécile, merci cet auditeur. Elle est charmante Cécile. Mais si vous écoutez toutes les bêtises de Françoise de Gouin, on est mal barré sur cette radio. Non mais moi j'ai un point d'accord avec Françoise de Gouin. Le problème d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, ils sont tous les deux totalement disruptifs. C'est des maveriks. Mais avec une chose pire pour Donald Trump, c'est qu'il est totalement imprévisible. Il vous dit le matin, bon, on va détruire l'Iran cette nuit, ils vont prendre le plus gros bombardement de leur histoire. 3 heures après, moi je m'imagine chef d'état-major de l'armée américaine. Le type, il doit être sous antidépresseurs en permanence. Ils ont tous été dégagés. C'est pas inodore, voilà, ça nous a coûte un peu d'argent quand même. Alors non seulement ça nous coûte de l'argent, mais vous avez vu comment on atterrit, vous avez vu comment on finit sur l'Iran. Si on se repasse le film, sérieusement, comment Donald Trump termine sur l'Iran, parce que c'est pas nous, c'est comment il termine sur l'Iran. Donc la réalité, c'est que je pense que Macron le prend. Quand même. Macron le prend par le bon bout de la lorgnette. Au début, ça m'agaçait terriblement, mais il le prend à la fois en frontal, c'est-à-dire c'est le concours vraiment du mal dominant, quand il se serre la main, etc. Et il le prend aussi à la flatterie, au narcissisme, et l'autre fait pareil. Donc non, mais l'image, t'as raison, l'image de Versailles demain soir va être, c'est demain soir ou après-demain? Demain soir, ça va être royal, ça va être. Oui, et puis c'est l'anniversaire de Trump. Il y a 2 jours, il a fêté ses 70 ans, ses 80 ans. Donc oui, mais pardon, il nous reste 3 minutes, mais moi je veux bien tout ça, mais pour ceux qui nous écoutent, le quotidien des Français, ça va changer quoi en fait? C'est des taxations. Si vous avez un président américain qui vous menace à 100% sur les champagnes, à la limite, c'est un marché de niche, mais sur les vins, eh bien, si vous arrivez à faire descendre ce président et à faire descendre la température, vous changez déjà la vie des viticulteurs. On mesure le résultat. Jusqu'ici, le résultat est mauvais, on se prend 15% de droits de douane, ça risque d'augmenter. Le diesel à 2,50 €. Loïc est avec nous, si vous voulez réagir. Oui, pour autant, ça reste valable. Effectivement, là, on a 2 phénomènes, Trump et notre président, mais le cœur, pour moi, demeure. Notre président est quand même là pour protéger les intérêts des Français à l'international. Et je suis désolé, il me semble quand même que là-dessus, il y a quelques lacunes. Et on n'a pas besoin de parler qu'avec les Américains. Avec certains de nos propres voisins européens, il y a des difficultés que ce gouvernement et ce président aujourd'hui ne veulent pas traiter et qui ont un enjeu, à mon avis, beaucoup plus important que de savoir si oui ou non on taxe le champagne ou le vin français, sachant que les Américains produisent aussi du bourbon, du vin et du champagne. Donc ça, c'est pas le débat. Ils n'ont plus le droit d'appeler champagne, du vin mousseux. Je tiens à mettre le clocher au milieu du village en termes de qualité. On pourrait entrer dans ce débat. Non mais Loïc, c'est quand même un positionnement par rapport aux intérêts de la France au sens large du terme. Mais Loïc, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de négo internationales dans mon autre vie de concierge. Je vous assure que vous réalisez pas que nos pays, nos voisins ont les mêmes griefs à notre égard. Vous imaginez pas que quand la délégation française arrive dans une négociation, tout le monde dit ah merde, voilà les Français. Vous imaginez pas le comportement que nous les Français nous avons. C'est pas Macron, Chirac c'était absolument pareil. Mitterrand c'était pareil. Il y a un comportement français qui est particulier, qui est absolument détestable, je vous assure. Et nos voisins étrangers, je pense aux Italiens, aux Espagnols, ont exactement les mêmes griefs à notre égard que nous les avons à leur égard. Il faut jamais oublier ça. Hein. Franchement, l'Europe c'est une somme d'intérêts individuels. Mais bien sûr. Moi, voilà. Et la France est pas plus petite en la matière. Elle fait chier l'Italie, elle emmerde l'Espagne. J'ai suivi avec intérêt les négociations avec l'Afrique. Nicolas Forissier, le ministre des Affaires étrangères, des commerces extérieurs, est allé en Afrique. Aujourd'hui, la France revient en Afrique sur la question du business. La Chine est en train de reculer. L'Asie, le Brésil, l'Argentine sont en train de monter, mais la France est présente aujourd'hui en Afrique. Il y a des endroits où on gagne des bagarres. Et comme le dit
Françoise, on n'est pas les derniers en termes de négociation. Et je pense qu'au moins, et je suis assez critique sur beaucoup de choses auprès d'Emmanuel Macron, mais ce qu'il fait aujourd'hui avec Trump va dans le bon sens. Merci. Cela dit, quand on regarde Alstom, on sait ce qu'on a perdu. Moi, j'attends ce qu'on a. Je suis d'accord. Merci à vous. Merci Loïc, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, restez avec nous. On va vous parler de cette Marianne. C'est un Marianne, d'ailleurs, dans quelques instants. C'est un Marianne, d'ailleurs. Parce que c'est un Louis, parce que c'est un Napoléon, parce que c'est un Marianne. Ah, d'accord, ok. Voilà. Super. Puisque ce mardi, la Monnaie de Paris ouvre l'accès à sa nouvelle pièce d'or, donc le Marianne d'or, et tous les épargnants français peuvent s'en procurer une. On verra la différence des prix. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Ligne droite, mes amis, avant de retrouver Philippe David et François-Louis Bourneau, on va parler de plein de sujets dans un instant, mon cher Philippe. Absolument, on va parler de la SNCF avec ses temps de trajet parfois un peu rallongés, 8 heures pour un Paris-Clermont-Ferrand, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez témoigner, vous avez été victime de délais, de conditions de remboursement, de voyages apocalyptique, venez témoigner au 0826 300 300. On parlera également du 3919 parce qu'a priori c'est pas très bien pris en compte les plaintes des hommes et du prix des carburants. Et allez tout de suite, c'est ce mardi puisque la Monnaie de Paris ouvre officiellement l'accès à sa nouvelle pièce d'or, le Marianne Or, et pour tous les Français. Et on est avec Marc Schwartz qui est avec nous, président de la Monnaie de Paris. Bonsoir président, si je puis dire. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, merci beaucoup en tout cas. Le Marianne Or, c'est la première pièce d'investissement en or pure de la Monnaie de Paris depuis les Napoléons. Pourquoi maintenant ? Alors en fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait une espèce de vide qu'il fallait qu'on comble. Si les Français veulent acheter des monnaies d'or d'investissement, des pièces d'or, aujourd'hui, ils ne pouvaient acheter que des monnaies françaises anciennes, comme le Napoléon que vous avez cité, Cécile, ou alors des monnaies étrangères. Et la Monnaie de Paris, qui depuis longtemps émet des monnaies en or et en argent, mais qui sont des monnaies de collection, mais pas des monnaies d'investissement, c'est-à-dire pas des monnaies qui sont vendues à leur poids en or, a décidé de combler ce vide et de se lancer sur ce marché. Et c'est aujourd'hui. Et ce projet, il a mis combien de temps à naître entre le moment où la prise de décision et le moment où effectivement ça arrive dans la poche des Français ? Alors c'est un projet qu'on a lancé, qu'on a décidé de lancer il y a 4 ans. Et depuis 2 ans, on y travaille de manière très intensive. C'est un projet important pour nous parce qu'il a fallu faire des études de marché, interroger les clients potentiels. Il a fallu trouver un nom, il a fallu faire un dessin, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Cécile, c'est le Marianne, le bullion Marianne Or. Et il a fallu surtout investir dans un système informatique parce que ce Marianne Or est disponible uniquement sur le site internet de la Monnaie de Paris, qui est donc à monnaiedeparis.fr, et c'est un site internet qu'on a dû transformer pour en faire un véritable site bancaire pour pouvoir investir. Alors, tous ceux qui nous écoutent peuvent, en fonction de leur portefeuille, s'offrir en tout cas un Marianne en or, puisqu'il y a 4 pièces différentes, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de rendre l'investissement en or accessible au plus grand nombre de Français et de Françaises. Et donc, pour faire ça, il y a 4 coupures, on appelle ça des coupures, qui vont de 1/10 d'once à 1 once. Alors, 1 once, c'est à peu près 31 grammes. C'est 31,1 grammes exactement. C'est le standard international en matière d'investissement en or. Et si on regarde les prix d'aujourd'hui, puisque évidemment les prix évoluent tous les jours, et même chaque minute sur le marché international de l'or, 1 once aujourd'hui, ça vaut à peu près 3 700 €. Donc, si vous voulez acheter 1 once d'or, c'est 3 700. Si vous voulez acheter 1/10 d'once, ça sera à peu près 370 €, plus la prime bien sûr qui est prélevée au passage. Et on a aussi une demi-once et un quart d'once pour qu'il y en ait pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Alors 100 000 exemplaires déjà pour cette année produits, en tout cas à la vente. Je crois que c'est déjà presque un succès. On sent qu'il y a une émulation autour de ce Marianne Or, ce qui est quand même une attente en tout cas que vous attendiez. On est tous très excités. Je peux vous dire qu'on a passé la journée devant les ordinateurs à voir comment ça marchait. On avait annoncé le lancement de la vente ce matin.
Et en fait, on a ouvert le site hier à 18h, discrètement, sans rien dire. et les ventes ont commencé à s'envoler. Je peux vous dire, Cécile, que à ce soir, on s'approche des 2 millions d'euros de ventes. Et on est très satisfait de ce démarrage. Et donc acheter finalement l'or en France, c'est quoi? C'est un argument aussi de souveraineté? Alors je crois que c'est très important ça, parce que d'abord, on préfère que les Français achètent des pièces d'or ou des monnaies d'or qui sont frappées en France, dans les ateliers de la Monnaie de Paris, sur le quai de Conti, à Paris, dans le 6e arrondissement. Et puis c'est vrai que le marché international de l'or, il n'est pas tellement basé à Paris, il est plutôt à Londres. Et donc le fait de permettre aux Français d'acheter des pièces en or, ça peut contribuer à ramener une partie de ce marché sur la place financière de Paris. Et donc on souhaite contribuer à faire ça, et c'est en effet très important. Et devenir une référence française de l'or. C'est notre ambition, c'est de devenir la référence française de l'or d'investissement pour les particuliers. Vous savez, l'or, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. C'est-à-dire que dans des temps qui sont un peu difficiles, dans des périodes incertaines, et malheureusement, il y a beaucoup de tensions géopolitiques en ce moment, de toute nature, les épargnants vont vers l'or parce que c'est une matière qui inspire confiance, parce que ça fait, j'allais dire, des siècles, mais plus que ça fait 6000 ou 7000 ans que les hommes et les femmes utilisent l'or pour différents usages. Et donc l'or inspire confiance, et c'est ça qu'on veut faire passer par l'intermédiaire de cette monnaie qui est émise par la Monnaie de Paris. Donc c'est une institution pluriséculaire, c'est un établissement public adossé à l'État. On veut créer de la confiance avec ce produit. Merci beaucoup Marc Schwartz d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Monnaie de Paris, et donc allez voir sur le site si vous voulez. François, vous vouliez dire, Françoise? Bien, je voulais juste féliciter vraiment la Monnaie de Paris pour l'art, pour cette façon de graver. C'est un savoir-faire unique, et voilà, bravo, parce que c'est français véritablement, et c'est exceptionnel. Et c'est une grande fierté. Merci beaucoup Marc Schwartz. Merci Françoise Degois, merci Joseph Touvenel, merci Christophe Madrol. Bah oui, c'est fini mes amis, bien entendu. Choupette, bien entendu. Mais vous pouvez rester avec Philippe David et François Liban. Non, ça va aller. Merci Cécile et Philippe qui vont nous offrir à chacun un Marianne d'or. C'est vraiment, moi ça me touche personnellement. J'entends pas ce qu'il dit, je sais pas pourquoi. Il y a des interférences, c'est terrible. Non, il a dit Cécile va nous offrir un Marianne d'or. Ah bah oui, bien sûr. Mais d'or que d'un œil. Monseigneur, c'est l'or. C'est l'or, il est 8 heures. Il est même 7 heures. Tout de suite, les vraies voix font parler la France. Vous avez été victime de retard, de non-remboursement de la SNCF. C'est compliqué de voyager, venez témoigner au 0826 300 300. Le 3919, vous y avez fait appel, satisfait ou pas? Venez aussi témoigner. Et les carburants, est-ce que ça a baissé à côté de chez vous? Je vais vous le dire, à côté de chez moi, oui. Et puis à 20h, avec Joseph Ruiz, qui sera avec vous jusqu'à 21h. Ce sera peut-être le moment, en tout cas, de donner votre avis. La France doit-elle craindre le Sénégal ce soir? Allez, bon match à tous. Ouais. Et on se retrouve demain, et on embrasse toute notre équipe. Salut, à demain.